L'objet d'un confiné. La correspondance postale échangée entre un prisonnier de guerre isérois et sa famille de 1939 à 1945. Replongé en 8 moments dans l'histoire du grenoblois Maurice Rousset, prisonnier de guerre retenu captif en Allemagne, à travers la correspondance postale échangée avec ses proches pendant 7 ans. Ce lot de 175 documents est venu rejoindre récemment les collections du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. 1944. La résistance grenobloise vue depuis son stalag en Allemagne. Si ce modeste facteur se hâte ainsi, c'est qu'il vient vous annoncer. Je vois que la liste des attentats continue à s'allonger, et certains n'ont rien envié aux gangsters de Chicago. Quand Maurice Rousset, jeune soldat grenoblois, a été fait prisonnier de guerre en mai 1940, se doutait-il qu'il le serait encore 4 ans plus tard, loin des siens. Dans sa nouvelle vie de prisonnier en congé de captivité dans la ville allemande de Stendal, il continue de correspondre assidûment avec ses parents et frères. Comme toujours, les discussions avec sa mère tournent autour des colis et des vêtements qu'il réclame. Il continue de leur envoyer de l'argent gagné au travail, mais pas de photographies car le papier est rationné. Après lui avoir dit que, théoriquement, il avait droit à une permission, il raisonne vite sa mère en lui disant qu'étant célibataire sans enfant, il n'a aucune chance de rentrer. Il ne cesse de la rassurer en lui répétant que malgré les 3 ou 4 alertes aux bombardements quotidiennes causées par les avions alliés qui survolent Stendal pour aller pilonner Berlin, sa ville n'aura pas à subir le même sort car elle ne représente aucun intérêt stratégique. Maurice s'inquiète d'ailleurs tout autant pour ses parents après avoir lu dans la presse que Grenoble avait été bombardée, entraînant la mort d'une centaine de personnes. Son père le rassure à son tour en lui précisant que le bombardement a touché le nœud ferroviaire de la Bussrat, en dehors de la ville, tout en lui indiquant qu'ils ont construit un abri dans leur jardin de la rue Ampère. Si sa mère s'occupe des colis et le renseigne sur la vie de famille, c'est son père, voire ses frères, qui le tiennent au courant de l'évolution de l'occupation grenobloise. La correspondance ne contient plus les courriers envoyés par sa famille depuis juillet 1943, et nous ne savons donc pas comment son père lui décrit la situation, mais toujours est-il que Maurice porte un regard grave sur les actes de ceux qui ne semblent pas vraiment considérés comme étant des résistants. Les premiers actes de la résistance grenobloise mentionnés semblent pourtant l'amuser. J'ai lu avec intérêt le passage relatif aux avertissements et exécutions des trop zélés serviteurs. J'ai trouvé particulièrement savoureuse l'anecdote du petit cercueil. Nos braves grenoblois ont le sens vraiment poussé, raffiné de la plaisanterie. Cependant, il est déjà beaucoup moins enjoué dans une lettre qui répond à un courrier de son frère envoyé le 25 novembre 1943, que nous n'avons pas non plus, mais qui évoque peut-être la manifestation du 11 novembre et l'attentat du polygone d'artillerie survenu le 13. J'ai appris les exploits pas toujours très intelligents de nos brûleurs de loups qui commencent à aller un peu plus fort, et ils ont quelquefois de drôles de façons de comprendre la défense de leurs intérêts. Nous précisons que l'expression « brûleur de loups » est à l'origine un surnom désignant les Dauphinois. Loin de considérer les résistants comme des héros, il adopte même un langage proche de celui de Vichy qui les traitait de terroristes. Le langage du chef. Je vois que la liste des attentats continue à s'allonger, et certains n'ont rien à envier aux gangsters de Chicago, en audace et sévérité. Nous vivons vraiment une époque désaxée, et ce qui au début n'était que les manifestations du caractère râleur des Français prend maintenant des proportions inquiétantes. Vivement que tout rentre dans l'ordre et que nous retrouvions notre douce France d'autrefois. Il reproche d'ailleurs au régime de Vichy, en plaçant au passage une petite pique, de laisser traîner la situation. Je vois que malgré l'ardeur déployée par le beau trio, je n'ose pas mettre triolet, Laval, Darnan, Déa, l'activité des gangsters ne se ralentit guère. Que nous donnera cette pétaudière royale? Je me le demande et suis quelquefois assez inquiet quant à l'avenir. Il est d'ailleurs à noter que, étonnamment, la seule vraie critique véhémente qu'il portera à l'encontre du gouvernement de Vichy concerne un sujet qui peut nous paraître aujourd'hui dérisoire, à savoir la suppression du tabac envoyé aux anciens prisonniers de guerre, qui le met dans une colère noire, au point d'en consacrer quasiment un courrier entier. C'est ce geste que je ne peux vraiment pas digérer, la suppression du tabac au transformé. Trouve-t-on que nous avons la vie trop belle? Que nous sommes fautifs d'être devenus civils? Le plus enrageant, c'est de se douter que ce tabac doit faire les délices de quelques gros bonnets de la milice qui se sont distingués par de beaux actes de courage ou de faits d'armes retentissants. Je répète, c'est une façon vraiment originale et bien personnelle au gouvernement d'encourager de favoriser ceux qui, soi-disant, je dis bien soi-disant, suivent la politique du père Philippe. Quel nettoyage il faudra faire en rentrant?
qu'il sera doux de pouvoir, après de longues années de silence forcé, de pouvoir râler pour faire valoir nos droits. Cette colère peut nous surprendre pour 2 raisons. Tout d'abord, elle peut nous sembler exagérée pour être la seule chose qu'il a reprochée à Vichy. Améliorer le sort de nos prisonniers. Mais cela peut se comprendre par l'importance accordée, comme il l'avait dit auparavant, aux colis et autres aspects matérialistes qui, dans ces conditions de détention, deviennent vite vitales. Ensuite, il est intéressant de constater qu'effectivement, il ne semble pas réaliser dans quelle situation est la France, et que malgré le débarquement de Normandie qui a déjà eu lieu au moment où il écrit cette lettre le 26 juin, il paraît pourtant évident que le régime de Vichy ne survivra pas à la libération déjà amorcée. Cela peut s'expliquer par le fait que, depuis ces camps de prisonniers, il n'a eu accès qu'à des journaux censurés transmis aux prisonniers par Vichy, Et Zola, il est verboten aussi? ainsi qu'aux lettres envoyées par sa famille, qui ne semble pas avoir fait dissidence du régime en place. Maurice garde malgré tout un moral ascendant suivant le graphique des événements, même s'il dit, un brin sarcastique, qu'il ne lui reste plus qu'à lui et sa famille pour se retrouver à attendre Noël. Le dernier, comme tous les autres. Il ne manque pas non plus de dérision quand il reçoit du muguet de la part de ses parents. Quant au porte-bonheur, chère maman, tu m'en avais envoyé en mai 1940. Je crois alors sans commentaire. Bien qu'il semble supporter sa condition, il avoue néanmoins souffrir d'un mal. La vie continue toujours à son petit train régulier, traversant quelquefois des crises de bougeotte, qui se manifestent par des fourmillements dans les jambes, et il se pourrait fort que ces crises atteignent leur paroxysme avec les beaux jours. Message à peine voilé annonçant une nouvelle envie de s'évader. Une envie qui semble prendre forme, car en avril, il dit à ses parents « Attendez à me voir que quand cela sera fini et bien fini, ou alors à moins qu'un facteur chance vienne favoriser mes projets à l'état embryonnaire. » La dernière lettre de la correspondance envoyée à ses parents est datée du 28 juin 1944.